Imaginez un garçon de 13 ans, fils d'un tisserand écossais ruiné, abandonnant l'école pour plonger dans un monde où la faim est reine et les rêves sont un luxe. Avec rien d'autre qu'une soif d'apprendre et une volonté de faire, ce garçon va révolutionner l'industrie, bâtir la plus grande entreprise du monde et donner 90% de sa fortune pour que chaque enfant, comme lui, ait accès au savoir. Bonjour à tous, bienvenue sur Savoir et Succès, la chaîne qui vous inspire à croire en vous, à agir et à réaliser l'impossible. Aujourd'hui, dans le 3e épisode de notre série sur les 100 autodidactes devenus multimillionnaires, plongez dans l'épopée d'Andrew Carnegie, le roi de l'acier et philanthrope légendaire. Si vous pensez qu'un diplôme ou un héritage sont nécessaires pour changer le monde, cette histoire va vous prouver que la seule chose qui compte, c'est votre foi en vous-même. Abonnez-vous, likez, activez la cloche et embarquez pour une aventure qui va vous motiver à poursuivre vos rêves. Allons-y. Andrew Carnegie naît le 25 novembre 1835 à Dunfermline, Écosse, dans une cabane de pierre au-dessus de l'atelier de son père, William Carnegie, tisserand de Damas. Le toit est bas, les murs suintent d'humidité et l'hiver écossais s'infiltre par chaque fissure. Sa mère, Margaret Morrison, coud des chaussures la nuit pour nourrir la famille. Ses doigts cailleux cousent, recousent sous une bougie qui vacille. Elle chante des ballades écossaises pour endormir ses enfants, sa voix tremblante mais pleine d'espoir. Andrew grandit dans cette pièce unique, bercé par le bruit du métier d'âtissier de son père et les rêves murmurés de sa mère. Un jour, Andrew, tu seras libre, tu n'auras plus jamais faim. Mais la révolution industrielle frappe comme un ouragan impitoyable. Les métiers mécaniques de Manchester produisent 100 fois plus vite, moins cher, sans âme. Les nappes fines de William, tissées à la main avec amour, ne trouvent plus preneur. À 10 ans, Andrew voit son père rentrer du marché, les mains vides, le dos voûté, les yeux rougis par les larmes. William s'effondre dans les bras de Margaret. « Margaret, je ne peux plus nourrir mes enfants. Je ne suis plus un homme. » Margaret serre Andrew à contre elle, ses mains rugueuses sur ses épaules frêles. « Andrew, regarde-moi. Un jour tu seras libre, tu rendras l'Écosse fière, tu ne connaîtras plus jamais cette douleur. » Andrew ne répond pas, mais dans son cœur, il jure, silencieusement. Jamais, jamais plus. 3 années passent dans la misère. Margaret coud jusqu'à l'aube, les yeux injectés de sang. William vend son métier d'âtissier pour quelques shillings. La famine rôde. Des repas de pain sec, de thé dilué. Andrew, à 12 ans, travaille déjà comme bobineur dans une usine locale, 10 heures par jour pour 6 pence, les mains noircies par l'huile, les poumons emplis de poussière. En mai 1848, Lewis Katz a un voilier de 21 jours. La famille Carnegie embarque avec 20 $ cousis dans la doublure du manteau de Margaret. Le voyage est un cauchemar, des tempêtes qui secouent le bateau comme une coquille de noix, des vagues hautes comme des maisons, le mal de mer qui vide les ventres, des maladies qui terrassent les plus faibles. Andrew vomit ses entrailles recroquevillées sur le pont, mais Margaret reste debout, le tenant dans ses bras. « Regarde l'horizon, mon fils. Là-bas, c'est la terre des possibles. En Amérique, tout est possible. » Andrew lève les yeux, il voit l'océan infini, et il croit. Ils arrivent à New York, puis s'installent à Allegheny, Pennsylvanie, une ville ouvrière près de Pittsburgh. Logement, une mansarde à 2 pièces, sans eau courante, sans sûreté, juste un poêle qui fume. L'odeur de charbon imprègne tout. À 14 ans, Andrew devient un bobbin boy à Lancompton Mills, 1,20 $ par semaine, 72 heures de bruit infernal, 5h30 à 18h30, 6 jours sur 7. Ses doigts saignent sur les bobines, son dos se brise sous le poids des machines. Il rentre à la maison, épuisé, mange du pain sec, dort sur le sol. Dans son autobiographie, il confesse « Le bruit était un enfer, mes mains étaient en sang, je dormais debout. Mais chaque soir, je me disais « C'est temporaire, tu vas t'en sortir. » Il économise 10 cents par semaine, chaque centime douloureusement gagné, pour un dictionnaire, son premier livre, son premier trésor. À 15 ans, un miracle. Le colonel Anderson, un homme riche et généreux, ouvre sa bibliothèque privée aux enfants qui travaillent. Andrew y court chaque soir après 12 heures d'usine. Il lit Shakespeare, Robert Burns, l'histoire américaine, les vies des grands hommes. Ses yeux s'illuminent. Il écrit « Ces livres furent mon université. Ils m'ont donné des ailes. Sans eux, j'aurais été perdu. » C'est là, dans cette bibliothèque, qu'il décide « Un jour, je construirai des bibliothèques gratuites pour tous les enfants, comme moi. » À 20 ans, il entend parler d'Adams Express Company, une société de messagerie. Il emprunte 10 $ à un ami, achète une action. Les moqueries fusent. « Tu vas tout perdre, gamin écossais. Retourne à ton usine. » Mais Andrew n'écoute pas, il croit. En 1858, il revend pour 500 $, X50. Il hurle de joie dans la rue. « L'argent travaille pour moi maintenant. » Il réinvestit dans wagons-lits, pétrole, chemin de fer. Il comprend « L'argent n'est pas un but, c'est un outil pour la liberté. » À 18 ans, Andrew change de vie.
Il devient opérateur télégraphiste au Pennsylvania Railroad, apprenant le code Morse à l'oreille. Son patron, Thomas Ascott, le prend sous son aile, observe tout, pose des questions, investit en toi. Andrew grimpe, secrétaire personnel, à 35 $ par mois. 1861-1865, la guerre qui forge l'âme et l'acier. 1861, le ciel s'assombrit, l'Amérique se déchire, frère contre frère. Thomas Ascott, désormais secrétaire adjoint à la guerre, appelle Andrew à Washington. Scott, les yeux tatigués. Carnegie, les chemins de fer sont les artères de l'Union. S'ils s'arrêtent, l'Union meurt. Andrew a 26 ans, sent le poids du monde. Il se souvient de la mansarde glaciale, de la faim, de sa mère cousant jusqu'à l'aube. Il accepte. Il devient superintendent des chemins de fer militaires. Jour et nuit, il organise. 500 000 soldats transportés, munitions, vivres, blessés ramenés à l'arrière. Un jour, un pont en bois se croule sous un convoi. 200 morts. Andrew est sur place. Il voit les corps. Il entend les cuits. Il pleure. Seul, dans la nuit. Il jure. Jamais. Il invente le premier pont en acier pour train lourd. Un ingénieur tremble. Monsieur Carnegie, l'acier est cher. Personne n'a testé ça. Andrew, la voix brisée. J'ai vu 200 hommes mourir parce qu'un pont a cédé. Testons-le. Si ça casse, on recommence. Mais si ça marche, on sauve des vies. Le pont tient. Les trains passent. L'Union tient. 1865. La guerre finit. Andrew quitte le Pennsylvania Railroad avec 50 000 $. Mais il n'est plus le même. Il a vu la mort. Il a vu la vie. Il écrit à Margaret. « Maman, j'ai vu l'enfer. Je suis prêt à construire le paradis. » 1883. La panique qui réveille le feu. 1883. La panique bancaire tombe comme un couperet. Les banques s'effondrent. Les actions chutent. Les rêves s'écroulent. Andrew a investi dans pétrole, wagon-lit, chemin de fer. Il perd presque tout. Ses dettes montent. Il dort 3 heures par nuit, hanté par des visions. La cabane de Dunfermline, son père pleurant, sa mère cousant. Il écrit à Margaret Lama tremblante. « Maman, les fantômes de la pauvreté me poursuivent. Je ne dors plus. Je suis à nouveau ce garçon de 13 ans. » Margaret répond d'une écriture ferme. « Les Carnegie ne se rendent jamais. Tu as survécu à l'enfer. Tu as survécu à la guerre. Tu survivras à ça. Relève-toi. » Un soir, dans une revue anglaise, Andrew lit un article sur le procédé Bessemer. Acier produit en 15 minutes, à bas coût, en masse. Il lit. Il relit. Il voit. Il voit les ponts, les gratte-ciel, l'Amérique du futur. Il parie tout. Il emprunte. Il vend. Il mise sur l'acier parce qu'il sait, l'acier c'est l'espoir, l'acier c'est la liberté. 1883, la naissance de Carnegie Steel, l'empire qui sort du feu. 1883, Andrew fonde la John Edgar Thompson Steel Works en hommage à son mentor décédé. Investissement, 500 000 $ empruntés. Il n'a plus rien, mais il a tout. Stratégie, intégration verticale. Il achète mine de fer dans le Mesabi Range, mine de charbon à Connellsville, flotte de bateaux sur les Grands Lacs, chemin de fer privé. Usine. Un ingénieur s'inquiète. « Monsieur Carnegie, c'est trop. On contrôle tout, du minerai au rail. Si un maillon casse. » Andrew les yeux brillants. « Alors on contrôle tout. Et rien ne casse, parce que je ne peux plus échouer. Pas après la guerre, pas après la panique. » Les premiers fours Bessemer crachent du feu. Les premiers rails sortent. Les premiers ponts naissent. En 1880, Carnegie Steel produit plus d'acier que l'Angleterre réunie. Les gratte-ciel de Chicago, le pont de Brooklyn, l'Amérique moderne. Tout sort de ces fours. Andrew regarde le flamme. Il sourit. Il murmure. « Maman, on l'a fait. » 1881. La première bibliothèque. Le retour à l'enfant qu'il était. 1881. Andrew retourne à Dunfermline. Il marche dans les rues. Il voit la cabane. Il voit l'usine. Il voit l'enfant qu'il était. Il offre 25 000 livres sterling pour construire une bibliothèque. Condition, gratuite pour tous. Plaque, free to the people. Il dit aux ouvriers, la voix tremblante, « J'ai grandi dans la misère, j'ai survécu grâce aux livres. Le colonel Anderson m'a ouvert sa porte. J'ouvre la mienne. Pour chaque enfant comme moi. » Il pose la première pierre. Il pleure. Un ouvrier demande, « Monsieur Carnegie, pourquoi pleurer ?» Andrew répond, « Parce que je viens de rembourser ma dette. » 1889. The Gospel of Wells, le cri d'un homme qui a tout vu. 1889. Andrew a 54 ans. Il est riche, il est puissant, mais il est hanté. Il a vu la misère, la guerre, la panique, la grève. Il a vu des hommes mourir pour un salaire. Il a vu des enfants sans pain. Il publie The Gospel of Wells in the North American Review. Il écrit la plume tremblante, l'homme qui meurt riche demeure déshonoré. 3 règles. Vivre modestement, pas de luxe inutile. Famille assurée, éducation, santé. Tout le reste, redistribué de son vivant, à la société, pas assez héritier. Il conclut, les termes mosoyeux.
Le riche n'est qu'un administrateur de la richesse publique. J'ai reçu, je dois rendre. Ce texte devient le manifeste de la philanthropie moderne. Il change le monde, parce qu'il est né d'un cœur brisé et reconstruit. Première anecdote, le pari sur l'acier Bessemer, le feu qui ne doit pas s'éteindre. 1875. Les premiers fours Bessemer crachent du feu, mais ils perdent 40% du minerai. Les coûts explosent, les investisseurs paniquent. Un ingénieur, visage noir de sus, hurle dans le bureau d'Andrew. « Monsieur Carnegie, c'est la ruine, on brûle de l'argent. » Andrew se lève. Il se souvient. La cabane de Dunfermline, son père pleurant, la panique de 1893, les 200 morts sous le pont. Il pose sa main sur l'épaule de l'ingénieur, voix calme, mais tremblante d'émotion. Échec, c'est de l'apprentissage. Intégrez tout. Mine, transport, usine. Nous dominerons, ou nous sombrerons. Il ordonne. Achetez les mines, contrôlez le charbon, bâtissez les bateaux, rien ne doit nous arrêter. 1878. Le système fonctionne. Coût de production divisé par 3. 1880. Carnegie Steel produit un tiers de l'acier américain. Andrew, au bord du four, regarde l'acier liquide couler. Il murmure « Maman, c'est pour toi ». Deuxième anecdote. La grève de Homestead 1892, la blessure qui ne guérit jamais. 1892. Homestead Works. Andrew est en Écosse. Il a confié la gestion à Henry Clay Frick. Frick baisse les salaires de 22%. 3800 ouvriers font grève. Frick appelle 300 détectives Pinkerton. 6 juillet. Bataille. 10 morts. 60 blessés. Du sang sur l'acier. Un ouvrier, visage ensanglanté, crie dans les journaux « Carnegie parle de justice, mais il nous écrase ». Andrew reçoit le télégramme en Écosse. Il s'effondre. Il pleure. Il écrit à Frick « Cette violence souille notre âme. J'ai échoué à protéger mes hommes ». Il ne revient jamais gérer une usine. Il se jure « Plus jamais de sang sur mes mains ». À partir de ce jour, il accélère sa philanthropie. Chaque dollar gagné doit réparer. Troisième anecdote. La rencontre avec Napoléon Hill, 1908, le message aux générations futures. Napoléon Hill, 25 ans, frappe à la porte. Il a écrit 50 lettres. Carnegie accepte 3 jours d'interview. Hill, nerveux, « Monsieur Carnegie, quel est le secret des riches ?» Carnegie, les yeux brillants, « Désir ardent, foi, persévérance. » Il pose une main sur l'épaule de Hill. « Étudie 500 millionnaires pendant 20 ans. Trouve la formule. Es-tu prêt ?» Hill hoche la tête. Carnegie sourit. « Alors va et enseigne au monde ce que j'ai appris dans la misère, la guerre, le feu. » 1937. Think and Grow Rich sort. 100 millions d'exemplaires. Le livre qui change des vies. Le message d'Andrew au monde. 6 mois, un garçon de 13 ans sans école, j'ai pu, vous le pouvez. 1901. La vente à JP Morgan. La fin d'un empire, le début d'une mission. 1901. JP Morgan frappe à la porte. Je vous achète tout. Andrew, 480 millions de dollars. Morgan, marché conclu. US Steel naît. Première entreprise à 1 milliard de dollars. Andrew reçoit 225 millions en obligations or. Il est l'homme le plus riche du monde. Mais il ne sourit pas. Il pense à Homestead, à la bibliothèque de Dunfermline, à sa mère. Il murmure « Maintenant, je donne ». 1901-1919, la grande redistribution. 356 637,29 dollars pour l'avenir. 90% de sa fortune. 350 662 297 dollars, 7 milliards actuels. Pourquoi? Parce qu'il a vu la misère, la guerre, le sang, les enfants sans livres. Ses œuvres, 2509 bibliothèques dans 13 pays, pour chaque enfant comme moi. Carnegie Mellon University. L'éducation, c'est la liberté. 7000 orgues d'église. La musique apaise l'âme. Carnegie Endowment for International Peace. Plus jamais de guerre. TIAA, retraite des professeurs. Ceux qui enseignent méritent dignité. Il dit « Je ne possède plus rien, mais j'ai tout donné ». 11 août 1919. La fin d'une vie, le début d'une légende. 11 août 1919. Shadowbrook, Massachusetts. Andrew meurt à 83 ans. Fortune restante, moins de 5 millions. Tombe, pierre simple, à Sleeping Wallow. Inscription, aucune. Dernière parole, murmurée à sa femme, « J'ai tout donné ce que je pouvais ». Il laisse un empire d'acier, des bibliothèques pleines d'enfants, 4 livres qui ont changé le monde. 1879. Andrew, 44 ans, prend sa plume.
Il se souvient de l'usine, de la faim, de l'Amérique. Il écrit « Triumphant Democracy », la démocratie triomphante. Un seul cri. « Cette country m'a sauvé ». Il compare l'Écosse aristocrate à l'Amérique égalitaire. Salaire 3 fois plus haut, école gratuite, brevet explosif. Le livre se vend à plus de 100 000 exemplaires. Des immigrants le lisent sur le bateau et il pleure de joie. 1889, il a 54 ans. Il ne dort plus. Il voit encore le sang de Homestead. Il écrit « The Gospel of Wealth », l'évangile de la richesse. Une seule règle. Mourir riche, c'est mourir déshonoré. Il pose 3 commandements. Vivre modestement, assurer sa famille, donner tout le reste de son vivant. Le livre se vend à plus d'1 million d'exemplaires. Il devient le manifeste de la philanthropie moderne. 1910, il a 75 ans. Il a donné 200 millions. Il écrit Problems of Today, les problèmes d'aujourd'hui. Une seule vérité. L'argent sans but est poison. Il propose éducation gratuite, arbitrage mondial, fondation pour la paix. Le livre devient best-seller international. 1920, il est mort. Son autobiographie sort. Autobiographie. Un seul message. De 1,20$ par semaine à Roi de l'acier, voici comment j'ai fait. Il raconte tout. La faim, la guerre, l'acier, le sang, les bibliothèques. Le livre se vend à plus de 500 000 exemplaires en un an. Il devient la Bible des autodidactes. Maintenant, c'est à vous. Quel livre vous a inspiré? Quel échec vous a forgé? Quelle action prenez-vous aujourd'hui? Prenez 25 secondes, commentez, votre histoire peut motiver des milliers de personnes. Andrew Carnegie nous prouve qu'un rêve né dans la misère peut transformer le monde. Sans diplôme, sans privilège, il a bâti US Steel, donné une chance à des millions de personnes via 2509 bibliothèques et inspiré Think and Grow Rich. Sa leçon, le succès sans générosité est un échec. Comme il le disait, l'homme qui meurt riche meurt déshonoré. Aujourd'hui, prenez un engagement. Lisez un livre, investissez $10 dans une idée ou donnez 1 heure à quelqu'un. Si Carnegie a transformé 1,20$ en empire, imaginez ce que vous pouvez accomplir. Merci Savoir et Succès. Likez, partagez, commentez votre plus grand rêve et à bientôt pour la prochaine histoire. Le savoir mène au succès.